Il y a quelque chose que j'ai écrit que je voudrais partager avec vous si je le retrouve. Justement parce que ce mot de spiritualité, avec toutes les expériences que ça recouvre, que ça nous fait vivre, que ça nous fait encore vivre, pour moi c'est toujours un mystère et je voudrais essayer d'en savoir un petit peu plus. Et ce qui me venait quand je préparais cette conférence, c'est... ma question c'était par quoi ça se laisse appréhender la spiritualité ou le spirituel. Alors, il y a 4 choses qui me sont venues. D'abord par les expériences personnelles que nous qualifions d'inhabituelles. C'est ce que nous venons de faire. Ensuite, par notre sentiment intime et personnel qu'il existe en nous et dans chaque être humain une autre dimension plus vaste, transcendante, essentielle, qui nous pousse au-delà d'eux. Et sans savoir vraiment de quoi il s'agit. Troisième point, à propos de comment ça se laisse appréhender, la spiritualité, c'est par notre adhésion à tel ou tel courant de pensée, à tel ou tel courant spirituel, par notre pratique, et aussi par la lecture d'un certain nombre de textes qui sont présentés comme des textes fondateurs. Et puis, le 4e point, qui pour moi me permettrait d'appréhender un petit peu plus la spiritualité, c'est moi, c'est nous, chacun d'entre nous, insérés dans la vie, dans le monde quotidien. La spiritualité, ça se laisse appréhender par notre désir de participer à la création d'un monde meilleur et par notre ouverture à l'altruisme. Comme je dis toujours, quand on parle de mon groupe de yoga, ma méditation, j'ai dit ça autrefois, j'ai dit à mon groupe de yoga, bon d'accord, oui, très bien, mais pour moi, ça ne va pas. Ça ne va pas avec cette philosophie-là. Oui, je vais méditer, je vais faire du yoga ou d'autres choses. C'est pour moi. Mais aussi, c'est pour vous. C'est pour l'humanité. C'est pour les gens qui m'entourent. C'est un acte, c'est un moment où je suis centré sur moi, mais aussi c'est un moment collectif, c'est pour les autres. Et pour moi, là, on rentre dans la dimension transpersonnelle quand on quitte cette vision très individualiste qui nous vient de la raison, de Descartes, de la psychanalyse, pour rentrer dans qui suis-je dans le monde de tous les jours. Comment je m'insère dans cette vie au jour le jour et qu'est-ce que j'apporte aux autres. Pour moi, ça fait partie de la dimension transpersonnelle. Parce que méditer tout seul sur son petit coussin de méditation face au mur, c'est ok. Mais c'est juste, ça devrait juste être un moment pour me permettre de m'insérer d'une façon plus ajustée dans le monde. Voilà. Je ne sais pas comment ça vous fait réfléchir, ces 4 points-là, mais c'est grâce à vous qu'ils me sont venus. Parce que quand je prépare ma conférence, j'imagine que vous êtes là et que je vous parle. Donc forcément, je ne suis pas tout seul. Je ne suis pas en train d'écrire ma conférence. J'essaie de me mettre en contact avec vous, même si je ne vous connais pas, et je m'adresse déjà à vous. Et à ce moment-là, l'inspiration, elle vient. Alors, dernier point, ou avant-dernier, je ne sais plus, comment on se débrouille tout ça, avec tout ça quand on est psychothérapeute? Comment introduire tout ça? Comment prendre appui là-dessus? Moi, je peux vous parler de mon expérience de Gestalt thérapeute, et j'ai déjà un petit peu fait, mais je peux vous parler de comment j'ai beaucoup travaillé sur le thème de la conscience, ou être dans la conscience comme outil clinique dans le processus thérapeutique. Vous savez, quand le patient vous raconte son histoire, sa souffrance, ses angoisses, il vous raconte, il y a un récit, et à certains moments, et vous l'écoutez, vous êtes attentif, bienveillant, empathique, etc.
Et à certains moments, vous voyez qu'il se passe quelque chose pour le patient. Il y a une émotion qui vient, il y a des réactions physiologiques, corporelles, il y a quelque chose qui change dans sa tonalité, éventuellement aussi dans votre expérience à vous. J'ai développé une certaine sensibilité à ces moments-là, que certains appellent le moment sensible. C'est le moment où vous voyez et vous sentez qu'il se passe quelque chose et qu'on change de niveau. On n'est plus juste dans le récit ou dans la rationalisation ou la compréhension intellectuelle de ce qui se passe ou de ce qui s'est passé. Il y a peut-être ça, mais il y a quelque chose qui se passe. Et vous observez ça, vos thérapeutes, et vous ressentez ça, et vous vous laissez habiter par ça. Et vous pouvez tout à fait faire une intervention très simple. Tiens, qu'est-ce qui se passe là? Je vois, je sens qu'il se passe quelque chose pour toi. Laisse-toi sentir cette chose-là. Hop, arrêt sur l'image. On laisse le contenu de côté. On ne l'oublie pas, puisque ça vient, cette réaction-là, ce moment sensible, il vient directement du récit du contenu. Laisse-toi sentir ça. Laisse venir ton émotion. Et encore. Et encore. Et encore. C'est ce qu'on appelle en gestalthérapie soutenir le continuum de la conscience du patient et soutenir son propre continuum de conscience à son thérapeute en relation avec le patient à ce moment-là. Et à ce moment-là, je n'attends rien. Je n'ai pas de projet. Je suis juste là, complètement centré sur lui, sur moi. Et en général, il y a des émotions qui viennent, il y a des souvenirs, il y a des insights, des compréhensions. Il y a quelque chose qui se passe. Et même si apparemment il n'y a pas grand-chose qui se passe, il se passe quelque chose parce qu'on est en train de changer de niveau. On est en train, tous les deux, d'être dans la conscience de ce qui se passe au fur et à mesure que ça se passe, comme on est supposé le faire en méditation. La différence avec la méditation, c'est que nous sommes deux, et que nous sommes en face à face, et qu'il y a une relation qui s'appelle la relation thérapeutique, et que donc forcément, l'expérience, elle est très différente si je suis tout seul, les yeux fermés sur mon coussin de méditation, ou si je suis en face de mon thérapeute ou de mon patient, et que nous rentrons tous les deux ensemble dans ce que j'appelle une commune conscience. Et à ce moment-là, c'est comme si nous étions enveloppés, c'est ça qui vient, dans une bulle de conscience, d'énergie. Et moi, je suis toujours étonné et frappé de voir comment très rapidement il y a des choses profondes qui arrivent. Les premières fois que j'ai vraiment commencé à travailler avec ça, il y a longtemps, j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que ça déclenchait des choses qu'à l'époque, je n'étais pas capable de supporter, dans le sens d'accueillir et de donner du support. Je ne sais pas comment vous expliquer ce moment-là. C'est comme un moment où le temps est suspendu. Et comme on n'est plus dans le contenu et dans le raconter, le contenu, raconter l'histoire, le patient et son organisme et le thérapeute sont disponibles à ce moment-là pour autre chose. Et cette autre chose, c'est ce que l'organisme du patient, en relation avec l'organisme du thérapeute, va émettre, va laisser émerger avec cette intentionnalité qui est c'est de ça dont l'organisme a besoin en ce moment pour continuer son évolution. C'est volontairement que j'utilise le mot organisme, comme on le fait beaucoup en gestalthérapie, parce que c'est vraiment un terme qui désigne la globalité de l'être humain, le corps avec un ensemble d'organes, l'émotionnel, la pensée, l'esprit, le mental,
On est vraiment dans une vision complète de l'être humain. Et à ce moment-là, thérapeute-patient, ce sont deux personnes qui rentrent en interrelation, en interconnexion par la conscience, par l'énergie développée par la conscience. Nous sommes dans un champ. Les gestalthérapeutes utilisent beaucoup cette expression-là. Nous créons un champ sensoriel, émotionnel, affectif, relationnel, énergétique et, j'ai envie de dire, spiritualisant. Et quand toutes ces dimensions-là sont interpellées, quand toutes ces dimensions-là sont présentes dans cet espace thérapeutique, ça va au-delà du psychologique classique. Ça part du psychologique classique. On a travaillé sur l'histoire, on a essayé de comprendre, on en a besoin, mais à un moment donné, on va changer de niveau et éventuellement, après, on va revenir à l'histoire. Bon, et maintenant qu'on est partis tous les deux dans la conscience, que tu as contacté cette émotion, que tu as revu ce moment de ton histoire, ou qu'il n'y a rien de particulier qui s'est passé, revenons à ton problème tel que tu l'énonçais au début. Comment tu le vois? Comment tu le comprends? Et ce qui est vraiment très intéressant à ce moment-là, c'est que le patient voit son problème de façon très différente. C'est moins lourd, c'est moins chargé. Ou alors, il comprend quelque chose de ses mécanismes, de sa façon d'être au monde. C'est comme si, j'ai même envie de retirer le comme si, bon, je suis prudent dans ce que je dis, c'est comme si on quitte le niveau psychologique pour passer au niveau énergétique et que ce qui a été travaillé au niveau psychologique va se continuer d'une autre façon, par l'énergétique relationnelle, par les corps en présence, et pour moi, dans ma vision des choses, c'est ça qui ouvre à la dimension spirituelle. Et à ce moment-là, ce n'est plus moi qui travaille, ce n'est plus moi psychothérapeute, je suis juste un accompagnateur, je suis là avec toi, et je me mets au service de la conscience qui nous relie, en train de nous unir dans un champ commun. Et là, je pense à ce moment-là que nous sommes dans une dimension très transpersonnelle et très ouvrante à d'autres espaces. Je suis curieux de savoir ce que je vous raconte là. Ça résonne pour vous? Ou ça vous paraît complètement fou, déconnecté? Oui. Cette façon-là de travailler, je l'ai appris de la gestalthérapie, mais mes différentes expériences de méditation et de chamanisme m'ont beaucoup aidé. D'abord à trouver la sécurité intérieure pour accompagner le patient de cette façon-là à certains moments. Et ça m'a beaucoup aidé à faire confiance à mes sensations, à mes intuitions, à mes ressentis, et à percevoir mes ressentis, mes sensations, mes images comme quelque chose qui appartient à nous deux, qui fait partie du champ commun, du champ de conscience, du champ énergétique. Et donc, si ça fait partie du champ commun, je peux aussi prendre appui auprès de là-dessus pour faire une intervention au patient. Dire, tiens, moi, pendant que je vous accompagne, pendant que nous sommes dans cette commune conscience, il y a une sensation qui me vient, il y a une image. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous parle à vous? Ce qui me passe par le corps, ou cette image qui me vient. Et en général, ben oui, quelquefois entendu, comment vous le savez? Et je pourrais dire, ben, je le sais parce que vous me l'avez soufflé, ou parce que l'esprit, ou le souffle de vie qui nous habite tous les deux dans ce moment particulier, m'a envoyé cette information-là. Et si cette information-là m'a été envoyée, que je l'ai reçue, que je l'ai captée,
c'est une création qui s'est faite par le fait que nous sommes ensemble, en conscience, et c'est sans doute quelque chose dont vous avez besoin d'entendre et de conscientiser en ce moment pour pouvoir continuer votre histoire de vie et changer. Ça, c'est ce que j'appelle la posture méditative, un processus thérapeutique. Et je dirais que c'est mon sujet d'étude principal et d'observation et d'expérience depuis une dizaine d'années. Et ce que je voudrais transmettre aux thérapeutes que je supervise ou dans les formations desquelles j'interviens, c'est pouvoir jouer entre ce que vous faites habituellement et puis ajouter à ça, à ce que vous faites habituellement, ces moments privilégiés, ces moments où on rentre, diraient les gestalthérapeutes, dans une position très phénoménologique. Et je suis centré sur ce qui... Nous sommes centrés sur ce qui se passe ici et maintenant. Juste là-dessus. Et nous laissons les choses se dérouler dans la conscience. Le corps est fondamental là-dedans. Il y a une idée avec laquelle je suis complètement d'accord et que j'aime beaucoup, c'est que toute notre histoire est inscrite dans notre corps. Moi, j'ai eu une formation aussi autrefois, thérapie corporelle, analyse énergétique, et c'est là où j'ai pu me rendre compte comment mon histoire à moi, ou des éléments de mon histoire étaient vraiment inscrits dans mon corps et dans certaines parties de mon corps. Et dans cette façon de travailler, laisse-toi sentir ce qui se passe. Sentir la sensation, l'émotion, c'est le corps. C'est constamment une interpellation du corps senti. Et quand le corps en a la possibilité, quand il y a un dispositif particulier qui est créé, ça donne la possibilité à l'organisme de laisser émerger certaines inscriptions corporelles ou certaines émotions qui sont enquistées dans l'organisme et qui auraient besoin d'être exprimées et reconnues et traitées pour l'évolution d'être humain que nous sommes. J'attire votre attention sur tout ça. C'est extrêmement corporel. De toute façon, je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça, mais s'il n'y a pas de corps, il n'y a rien. Ça aussi, c'est une vision très transpersonnelle. Mon corps, notre corps, c'est un fragment de la matière qui est habité et animé par le souffle de vie, par la respiration, par l'âme, qui est habité et animé par le plus grand que nous. Et en thérapie, si vous êtes déconnecté de votre corps de thérapeute, qu'est-ce qui vous reste? La tête, le mental. On en a besoin de la tête et du mental. Mais où est l'intelligence du cœur? Où est l'intelligence sensorielle? C'est ça que je suis en train de vous dire. En tant que thérapeute, c'est vraiment intéressant d'introduire dans notre être thérapeute cette dimension-là, la dimension du sensoriel, de l'émotionnel, du subtil. Parce que pour moi, l'ouverture au spirituel, elle commence là. Dans ma pratique de psychothérapeute, il y a un certain nombre d'années, j'étais toujours très étonné, à la fin des thérapies, quand on faisait le bilan, un certain nombre de personnes me disaient « Ah ben oui, c'est bien cette thérapie. Depuis que j'ai fait cette thérapie, je prie mieux. » Un religieux me disait ça. Cette thérapie m'a permis d'approfondir ma foi, la religion catholique. J'entendais un certain nombre de témoignages qui me disaient que ça les avait beaucoup touchés dans leur spiritualité.
Moi j'étais étonné parce qu'à l'époque j'étais pas très branché là-dessus, qu'on n'avait pas travaillé là-dessus. C'est ça qui était intéressant, c'est qu'on n'avait pas travaillé explicitement là-dessus. Mais ça travaille, voilà, ça travaille à un autre niveau, et c'est cet autre niveau, si vous êtes intéressé à ce thème de psychothérapie et spiritualité, c'est cet autre niveau que nous avons à développer par les expériences personnelles, par une pratique ou des pratiques qui nous permettent de vivre ça. Je ne sais pas quelle heure il est. Je voudrais juste terminer par une petite chose, puis après on viendra à vos réactions et à vos questions. Juste pour, je dirais, pour clôturer ou pour conclure sur tout ce que je viens de vous dire. Dans ce type de travail-là, il y a différentes voies qui sont utilisées. C'est volontairement que j'utilise le mot voix. Vous pouvez l'écrire VOX ou VOIE, après tout, je ne suis pas sûr que ce soit très différent. Il y a d'abord la voie du sentir. C'est tout ce que je viens de vous dire. Et quand j'utilise le mot la voie du sentir, je pense à Wu Sanza. Est-ce que vous connaissez ce nom-là? Wu Sanza, c'est un chaman d'origine, je crois qu'il est chilien, et qui vit en France depuis longtemps et qui a écrit un certain nombre d'ouvrages et de textes sur justement la voie du sentir. C'est le chaman en lui qui s'exprime à travers la voie du sentir. Et la voie du sentir, c'est ce que je viens de vous dire. Deuxième voie qui est importante, c'est la voie du lâcher-prise. Ça va ensemble. Sentir, lâcher prise, ça va ensemble, mais c'est pas évident. Ça se travaille, c'est pas inné. Ok, en thérapie, laisse-toi sentir ce qui se passe. Ok, continue, laisse venir. Cette invitation à aller dans le lâcher prise. Ensuite, troisième voie, la voie de la reconnaissance. C'est-à-dire reconnaître ce qui est là. Reconnaître cette colère qui me vient comme ça m'est arrivé il y a 2 jours pendant la méditation. Ah, bon, pas chercher à comprendre, juste, ah, ok, j'ai habité un truc de colère qui me vient là. Je reconnais. Ça me caractérise dans cet instant présent. Je ne cherche pas à la mettre de côté, juste j'accueille, j'accepte. Je ne cherche pas à comprendre d'où ça vient. Pour le moment, en tout cas, je peux le faire après avec mon thérapeute. Ensuite, la voie du non-jugement. J'accueille cette colère sans me juger, si c'est possible. Mais tout ce que je vous dis là, le sentir, la reconnaissance, lâcher prise, ça ressemble aussi étrangement, l'accueil à ce qui est bien, ça ressemble étrangement à tout ce que nous dit Carl Rogers et d'autres thérapeutes. Ensuite, là on était dans la voie de l'acceptation. Il y a ce que j'appelle la voie de la parole incarnée. D'où elle vient la parole? D'où elle vient la parole du thérapeute? D'où elle vient la parole du patient? Est-ce qu'elle vient uniquement de la compréhension, de la rationalisation, ou est-ce que c'est une parole qui vient de l'émotionnel, qui vient du ressenti, qui vient d'une tension? Est-ce que c'est une parole incarnée ou est-ce que c'est une parole uniquement mentalisée? Et dans ce que je suis en train de vous dire et de vous expliquer, la parole, que ce soit celle du patient ou celle du thérapeute, on cherche à ce que de plus en plus, ça soit une parole incarnée. Ensuite, la voie suivante, mais il n'y a pas un ordre hiérarchique dans toutes ces différentes voies, elles peuvent s'entrecroiser, c'est la voie de l'intelligence du cœur. L'intelligence du cœur, la bienveillance du thérapeute,
son accueil soi-disant inconditionnel. Je me mets soi-disant parce que je travaille avec des thérapeutes transpersonnels qui travaillent beaucoup avec l'accueil inconditionnel et l'ouverture du cœur. Et moi, c'est ok, mais quand on regarde notre contre-transfert, c'est pas toujours aussi inconditionnel que ça. Mais bon, c'est vraiment intéressant cette idée d'ouverture du cœur. Hein. À partir de quoi, de où j'écoute mon patient? Est-ce que je suis aimant? Est-ce que j'aime travailler avec lui? Est-ce que je suis aimant de lui, de sa souffrance et des moments que nous passons ensemble? Je préfère utiliser aimant que le mot amour qui est souvent utilisé, mais je ne sais pas ce qu'on veut dire avec ça. Alors que aimant, c'est une attitude intérieure, c'est une émotion, c'est un sentiment. Voilà, et puis le dernier point que j'avais écrit, mais il n'y en a pas d'autre. Ah oui, c'est ça. Le corps, la voix du corps qui tout au long présente dans tout ce processus-là. Et la voix des deux corps en présence, celle du patient et du thérapeute. Et si j'utilise le mot voix, c'est que pour moi le mot voix, ça fait référence à un processus. Je marche. Je suis en mouvement, je suis en processus vers quelque chose que je n'atteindrai certainement jamais. Et tant mieux, parce que si je l'atteins, ben, tout s'arrête. Alors que si c'est toujours en marche, si c'est toujours en recherche, il y a une impulsion, il y a un désir de vie, il y a une attirance qui me met en mouvement, de moi avec moi, mais aussi de moi vers les autres. Donc c'est comme des voies de sagesse qui peuvent être très facilement intégrées dans le processus psychothérapeutique. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci pour votre attention. Merci.